Soyez les bienvenus, heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Une personnalité politique ou économique internationale sur ce plateau. Aujourd'hui, Pierre Moscovici, ministre français de l'économie et des finances, a accepté notre invitation, je vous en remercie. Je vais vous recevoir, vous interviewer avec Patrick Roget, journaliste au Monde, quotidien français Le Monde, et Sophie Malibaud de Radio France Internationale. Pierre Moscovici, lorsque nous avons préparé cette émission, nous pensions vous parler de la situation sociale dans le pays, vous parler de la situation internationale, et puis voici que, peut-être du remaniement, et puis voici que le Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, lance une grande réforme fiscale, une remise à plat des prélèvements. Dans les commentaires qui sont faits à chaud de cette façon, on dit le ministre de l'économie n'était pas dans la confidence. Est-ce qu'aujourd'hui, nous recevons un ministre affaibli ? Non, un ministre en charge de son administration et en charge aussi de ses compétences. Mais vous savez, je voudrais faire le litière de ce que j'ai lu cette semaine. Il n'y a aucun problème politique ou personnel entre Jean-Marc Ayrault et moi. Quand Jean-Marc Ayrault me téléphone lundi, je suis en Israël, en train d'attendre le discours du président de la République à la Knesset, je lui réponds, c'est une excellente initiative. Et je maintiens que c'est une excellente initiative que de remettre à plat l'ensemble de notre système fiscal, de le faire à prélèvement constant et de chercher la lisibilité, la transparence, la simplicité et la justice dans notre système. C'est aussi une excellente initiative que d'engager une grande concertation avec les partenaires sociaux. Et voyez-vous, je ne me suis senti en rien marginalisé ou affaibli parce que le Premier ministre, et c'est son rôle, prenait une grande initiative politique. Je l'approuve. Début novembre, vous disiez qu'il n'y aurait pas de bouleversement fiscal et que pour cela, il fallait attendre un rebond de la croissance significatif. Il n'y a aucune contradiction avec ça. Ce qu'a évoqué le Premier ministre, c'est une remise à plat. Le président de la République a ensuite confirmé que cela se déroulait sur l'ensemble du quinquennat. Et j'ai rappelé ce qu'étaient les principes évoqués par le Premier ministre lui-même, et c'était les mêmes que les miens, c'est-à-dire la recherche de plus de lisibilité, de stabilité, de prévisibilité. Et il est clair aussi que cette réforme fiscale ne peut pas, ne doit pas, et vous verrez qu'elle n'entravera pas notre politique de compétitivité. Il y a une stratégie de réforme de longue haleine dans ce quinquennat qui est de faire une France plus forte, une France plus compétitive, de mener toute une série de réformes. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que la fiscalité dans ces consultations, il y aura aussi ça, la dépense publique, comment nous faisons pour la réduire, parce que c'est indispensable. Et c'est de ce côté-là qu'est à atteindre l'essentiel des efforts budgétaires. Donc non, ne cherchons pas de contradiction. La façon dont les choses ont été présentées ne correspond pas à la réalité. Après, il y a eu d'autres événements qui sont intervenus, notamment sur les directions de mon ministère. Deux directeurs, effectivement, dont on annonce le départ. Dans votre dos, serait-on en train de dire. Mais ça n'a aucun sens. Et je voudrais dire là-dessus une chose claire. On ne vous a pas forcé la main. Non. Peut-être l'annonce ne m'a-t-elle pas réjoui. Mais sur le reste, ce ministère, on l'appelle Bercy. Bercy est tenu. Qu'est-ce que c'est que Bercy ? C'est un des plus grands ministères de la République. C'est 150 000 agents. C'est 17 milliards d'euros de budget. C'est 15 directions d'administration centrale. Ce sont des fonctionnaires qui se dévouent au service des Français. C'est une administration d'excellence. Elle a besoin d'avoir un chef. Je suis le chef de cette administration. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que je la respecte, que je respecte les fonctionnaires qui y travaillent, que j'ai avec eux une relation d'estime. Et ça veut dire aussi qu'ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur moi. Et donc, des changements dans les administrations. Deux directeurs, en l'occurrence. Et pas les moindres. Le directeur dit du Trésor, tout ce qui est financement de l'économie, économie internationale, et le directeur du budget. Des changements peuvent intervenir. Et je dirais même qu'au-delà d'un certain moment, des changements doivent intervenir. Mais il faut qu'ils interviennent en bon ordre. Et ça se fait dans un lieu, le Conseil des ministres. Ça se fait sur la proposition du ministre concerné, en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances, avec pour le budget le ministre délégué chargé du budget. Ça se fait évidemment en concertation avec le président de la République et le Premier ministre, qui doivent approuver ces nominations, qui doivent les décider. Et ça se fait dans une relative discrétion. Et ce à quoi je tiens fondamentalement, et c'est pour ça que, en effet, les choses sont un peu compliquées, c'est à ce qu'on respecte les hommes. S'agissant du directeur général du Trésor, il s'appelle Ramon Fernandez, maintenant beaucoup de gens connaissent son nom, ce n'était pas le cas avant cette semaine. C'est un homme qui, c'est vrai, a servi le président de la République précédent. A été nommé par la droite ? Oui, il était nommé par la droite, mais quand je suis arrivé, le premier jour où je suis arrivé, nous étions dans la crise de la zone euro.
Et d'ailleurs, nous n'en sommes pas... Nous sommes sortis de la crise de la zone euro, mais nous voulons que la zone euro aille vers la croissance. Et cet homme connaît admirablement les rouages européens, et je lui ai dit, j'ai besoin de vous. Et j'avais l'accord du président de la République et du Premier ministre. J'ai besoin de vous pendant au moins 1 an. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il fallait, à l'époque, trouver une issue à la Grèce. Souvenez-vous, la Grèce menaçait de sortir. Il fallait réorienter l'Europe vers la croissance, alors que le dogme précédent, c'était l'austérité. Il fallait aussi faire approuver nos budgets, les budgets français, parce que nous avons adopté de nouvelles procédures qui font que l'Europe, c'est notre espace naturel. Il fallait enfin avancer vers ce qu'on appelle l'union bancaire. J'avais besoin de lui, j'ai besoin de lui. Et donc nous avons bien travaillé ensemble. Et quand un fonctionnaire est loyal, un jour, il partira. Et il le sait, et nous en avons parlé. Mais ça doit se faire dans des conditions qui sont des conditions... Donc c'est pas un désaveu pour lui ni pour vous. Il est hors de question qu'il y ait un désaveu pour lui, et il ne peut pas y avoir de désaveu pour moi. Les choses se passeront, le moment venu, comme elles doivent se passer, et elles se passeront bien, et ça, j'en suis le garant. Mais comment analysez-vous cet imbroglio autour de ces deux nominations? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu là volonté de vous déstabiliser, ou bien est-ce que vous considérez que c'est une faute politique même d'avoir annoncé d'avoir du moins laissé filtrer jusqu'au journal Le Monde ces informations avant qu'elles soient... et le nom des successeurs également. Confirmées officiellement. Et est-ce que ça peut aboutir à remettre en cause finalement une nomination qui pouvait être envisagée? Moi, je suis un homme, c'est une faiblesse peut-être dans la politique moderne, qui croit plus aux états de service qu'aux états d'âme, qui se prête peu aux commentaires, qui évite autant qu'il est possible les petites phrases, et qui n'est jamais, ni en déloyauté, ni en conflit avec ses collègues. Je respecte profondément la nature collective du gouvernement. Je suis loyal au président de la République. Je suis loyal au Premier ministre. Et donc, je ne ferai aucun commentaire de cette nature. Je dirais simplement que maintenant, là où nous sommes, il fallait que je dise que cette administration est tenue, il fallait que je la rassure, parce que ces choses-là peuvent créer de l'émotion, parce qu'encore une fois, ça doit se passer au Conseil des ministres. Ces choses faites, il n'y a plus d'incidents ou de malentendus. Et j'ai parlé de tout ça avec qui je devais en parler. Et le président de la République, Premier ministre. Et je le répète, je suis totalement en phase avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, et évidemment, mon ministère, Bercy, prendra toute sa place dans la réforme fiscale. D'ailleurs, comment imaginer qu'il en aille autrement, puisque... Ça commence demain, on en reviendra, vous serez en Chine. Vous avez dit que l'initiative était excellente, mais ce n'était pas la vôtre. Pour quelle raison? Pourquoi c'est pas venu justement du ministre de l'économie d'imposer une remise à plat fiscale? Mais d'abord, nous avons fait beaucoup de réformes fiscales depuis que nous sommes là. Et nous les avons fait ensemble, sous l'impulsion du président de la République, sous la décision du Premier ministre. Je rappellerai que nous avons par exemple aligné la fiscalité des revenus du capital sur les revenus du travail. Et réciproquement, nous avons réformé les droits de succession. Nous avons fait en sorte que l'imposition des grandes entreprises ne soit pas la même que celle des PME et des TPE. Nous avons réintroduit de la progressivité dans l'impôt sur le revenu. Nous avons créé une tranche à 45%. Nous avons, et nous sommes en train maintenant d'adopter... Alors, il y a eu toute une série de réformes. Et ce que je voudrais bien faire comprendre, et là-dessus, je suis en total accord avec Jean-Marc Ayrault, total accord, c'est qu'il ne s'agit pas d'un tournant. Il s'agit d'un approfondissement, il s'agit d'une nouvelle étape, il s'agit d'une mise à plat. Excusez-moi, mais vous constatez vous-même que cette succession de réformes, effectivement, il y a eu toute une série de réformes, mais qui aujourd'hui aboutissent à une sorte d'impasse, y compris sur la fiscalité. On voit bien les difficultés que ça soulève, parce que on a beau instaurer des taux d'imposition supérieurs, l'assiette reste toujours aussi étroite, aussi limitée, etc. Parce que les niches fiscales demeurent. Chaque fois que vous touchez à une niche fiscale, maintenant, c'est l'explosion de colère. Si c'était une aussi bonne initiative, et on peut penser que c'en était une, pourquoi ne pas l'avoir prise dès le début du quinquennat? Pourquoi ne pas avoir assis les réformes futures sur une remise à plat réelle de la fiscalité? Une apparente de la rue. Hein. Mais je voudrais rappeler les choses, encore une fois, ce sont des décisions collectives. Le gouvernement, le président de la République, tout ça, c'est un ensemble, c'est l'exécutif dans ce pays. Nous travaillons en totale harmonie. Il n'y a aucune forme, encore une fois, de différence ou de divergence. Je voudrais rappeler le contexte dans lequel nous étions quand nous sommes arrivés aux responsabilités. Ce contexte, c'était un contexte où la droite
parce qu'elle était là depuis 10 ans, nous avait laissé des déficits massifs. Mais vous le saviez en arrivant. Attendez. Vous le saviez en arrivant. Laissez-moi vous expliquer, parce que la question mérite quand même qu'on l'explique. Il y avait 5,2%. Nous avions les déficits structurels les plus élevés parmi les grands pays d'Europe. Et la tâche, l'urgence qui était la nôtre, c'était la réduction des déficits. C'est à ça que nous sommes attelés. Et notre premier budget, le premier budget, c'est le budget 2013, était un budget, et Jean-Marc Ayrault l'avait dit en son temps, un budget de souveraineté. Que fallait-il faire? Éviter que la France se trouve discréditée, faire en sorte qu'elle garde son crédit précisément, ça veut dire des taux d'intérêt bas. Et moi, je suis très fier que nous ayons réussi à asseoir une politique crédible. Et il fallait faire en sorte que nous ne sortions pas des clous européens. Et ça a demandé un effort massif. Et dans ce contexte, nous avons fait des réformes. Et il y a aussi un quinquennat qui dure sur 5 ans. Et donc maintenant, nous sommes dans cette deuxième étape. Je la trouve, je le redis, bienvenue. Et je vous le redis avec toute sincérité, quand Jean-Marc Ayrault m'appelle lundi, non seulement je ne me sens pas du tout écarté, puisqu'au contraire, il me dit voilà ce que je veux faire. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il n'est pas dans son rôle. Il est le Premier ministre, c'est à lui de prendre les initiatives politiques. Le gouvernement a un chef, et le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Et troisièmement, je lui dis tout de suite, oui, je suis prêt à participer. Et Jean-Marc Ayrault a installé un comité de pilotage de cette réforme, de cette remise à plat, dans lequel évidemment je suis, ainsi que Bernard Cazeneuve. Je serai aux consultations, je ne peux pas y être demain parce que je pars en Chine, un voyage prévu de longue date. Si vous voulez, on en parlera. Je crois que c'est même important, parce que c'est un voyage très important. Et je suis pleinement impliqué, et mon administration le sera. Et encore une fois, je considère que c'est un approfondissement, pas un tournant. Et je crois très important, et je le dis et je le redis, qu'on ne touche pas à ce qui a fait la force de notre politique de compétitivité. Nous avons besoin d'une économie plus compétitive. Ça veut dire pour moi qu'un certain nombre de dispositifs, le président de la République l'a dit, je pense au crédit d'impôt recherche, je pense au crédit d'impôt compétitivité emploi, ceux-là, et notamment ce dernier, peuvent être à un moment donné évalués, reciblés, etc. Mais c'est très important de garder ces dispositifs. La fiscalité des entreprises, il faut y aller avec la main qui tremble. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut que la main soit très ferme. J'ai dit Bercy est tenu, et la main doit être ferme aussi dans la conduite des réformes. Le Premier ministre a dit lui-même, je n'ai pas la main qui tremble. Et je peux témoigner que c'est un homme qui n'a pas la main qui tremble. Donc nous n'aurons pas la main qui tremble. Simplement, il y a plusieurs chantiers qui vont être ouverts. Un chantier fiscalité des entreprises. Je rappelle que le président de la République avait proposé des assises de la fiscalité des entreprises, un chantier fiscalité des ménages, un chantier protection sociale, et puis par-dessus tout ça, il y a la modernisation de l'action publique, c'est-à-dire faire un État qui soit un État plus stratège, plus léger à certains égards. Je parlais de mon ministère, il faut accompagner les évolutions. Un ministère, ça se modernise. Quand je dis une administration est tenue, c'est pas juste on la sert, on la fait avancer, L'année prochaine, on la modernise. L'année prochaine, ce sera 100%. Assurez-vous, de réduction des dépenses publiques, de diminution des dépenses publiques pour la réduction du déficit. Sur quoi allez-vous faire porter ces réductions de dépenses? Alors d'abord, je le redis, et c'est aussi ce que dit le Premier ministre, puisqu'il dit que la réforme se fera à prélèvement constant. Donc ça veut dire que... Donc pas plus d'impôts massivement, non. Et on répartit différemment. Ça veut dire que, s'agissant de la réduction des déficits, comme les choses ont été dites, la première année, nous avons fait 2 tiers de prélèvement, 1 tiers d'économie, ce qui était nécessaire compte tenu de l'énormité de ces déficits. Et Patrick vous demande où on coupe. Nous avons fait 80% d'économie la deuxième année, donc nous avons totalement renversé la perspective. Et la troisième année, 2015, ça a été dit, nous ferons 100% d'économie. Où on coupe? Écoutez, c'est une démarche justement de modernisation. La modernisation, ça suppose d'abord qu'on évalue les politiques publiques et qu'on dise à la fois comment on peut faire des économies et comment on les réoriente pour que le service public ne soit pas affecté. Je vais prendre l'exemple de mon ministère. Cette année, nous avons supprimé dans le budget 2500 emplois. L'année prochaine, encore 2500 emplois. 2500 emplois par an. C'est pas facile. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on négocie avec les agents des réformes stratégiques. Je pense par exemple à la dématérialisation de l'administration, je pense à la simplification des relations avec les entreprises. Donc sur les fonctionnements de Bercy, voici un axe où vous faites des économies. Oui, mais je prends cet exemple-là parce que je crois qu'il est parlant. Ne croyez pas, parce qu'on nous dit toujours « Ah, mais vous ne faites pas d'économies ». Bien sûr, on fait des économies. Dans ce ministère, il y a 2500 emplois budgétaires. Ça veut, les gens ne partent pas, ils ne sont pas remplacés quand ils partent à la retraite, il n'y a pas de plan social. Il y a 300 millions d'euros d'économies sur le reste, et nous le faisons avec Bernard Cazeneuve
parce que nous sommes en même temps en train de moderniser la Direction générale des douanes, la Direction générale des finances publiques, toutes les directions. Je leur ai demandé un projet de modernisation et c'est tout à fait fondamental de procéder ainsi. Donc évaluation, modernisation, économie. Nous avons fait 15 milliards d'économies pour le budget 2014. Nous referons cela pour le budget 2015 avec une démarche encore plus intelligente. Il y a un contexte qui évidemment est difficile, celui de la France, avec ce que vous-même aviez qualifié de ras-le-bol fiscal. Est-ce que c'est un moment suffisamment serein pour mener à bien cette réforme? Il y a déjà tous les scepticismes, hein. Vous avez lu la presse, vous entendez un certain nombre de voix politiques, y compris dans votre camp, dire voilà, c'est une façon pour le Premier ministre d'en sortir par le haut, de sortir la tête de l'eau. Je pense qu'encore une fois, c'est une initiative politique, je le répète, utile, pertinente, dans laquelle je m'inscris totalement. Mais avec le contexte de ras-le-bol fiscal, vous avez vous-même utilisé le terme. Mais justement, à partir du moment où on met les choses à plat, où on a toutes les données, où on dit, voilà les conséquences de telle ou telle réforme, et où en plus on engage un processus de concertation, de dialogue, ça permet de mieux préparer les choses en amont. Et je pense que ça permettra d'avoir un budget 2015. C'est plus facile sous la pression. C'est pas une question de pression, justement c'est le contraire, c'est la concertation. Ce gouvernement a toujours pensé que les réformes passaient par le dialogue. Et là, il y a un chantier de grande ampleur qui s'ouvre. Mais encore une fois, je le répète, c'est la remise à place de la fiscalité, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi la compétitivité, il y a aussi le pouvoir d'achat. Il y a toute une série de chantiers qui seront lancés à cette occasion. Donc un nouveau chantier qui s'ouvre. On est maintenant à 40 jours à peu près de la fin de l'année où vous aviez aussi une priorité qui était de réduire, d'inverser la courbe du chômage. Est-ce que cette promesse-là, vous pensez être en mesure de la tenir dans les quelques semaines qui restent? Oui, je pense que cela arrivera et nous y avons travaillé. Vous savez, comment dire ? Si on prend l'évolution de la courbe du chômage, on constate, c'est très difficile à expliquer, mais que les destructions d'emplois dans ce pays se sont heureusement ralenties, que les créations d'emplois ont accéléré de manière encore insuffisante, mais qu'elles accélèrent, et que par ailleurs, nous sommes en train de faire monter en puissance des dispositifs d'emploi aidés pour certains, ou d'emplois ciblés pour d'autres. Je pense aux emplois d'avenir, sur les jeunes de 16 à 25 ans. Je pense aux contrats de génération, qui permettent de conserver un senior dans l'entreprise pour embaucher un jeune. Et tout ça, en effet... Les contrats de génération, ça marche pas terrible. Mais c'est en train de démarrer. Ça va susciter de nouvelles dépenses aussi, ce type de mesure. Mais c'est assumé, c'est dans le budget. Et pour nous, le fait d'investir pour l'emploi n'est pas un gros mot. Moi, je reprends la formule de mon collègue et ami Michel Sapin, je n'ai pas l'emploi aidé honteux. Et quand on met 340 000 emplois aidés, c'est à peu près ce que mettait la droite en 2008-2009. C'est beaucoup moins que ce qui existait dans les années 90, dans un autre moment de crise. Quand il y a des publics, comme on dit, qui sont éloignés de l'emploi. L'autre jour, Michel Sapin racontait au Conseil des ministres, si vous voulez un moment de joie, allez voir des emplois d'avenir. Et moi, très souvent, dans ma région par exemple, mais aussi ailleurs, chaque fois que je vais quelque part en France, je signe des emplois d'avenir ou j'assiste à la signature d'emplois d'avenir. Et je vois des jeunes qui viennent me dire, bon, voilà, je suis un peu dans la galère, j'ai besoin de trouver une formation, j'ai envie par exemple d'aller, beaucoup sont dans les secteurs sociaux, de me former pour m'occuper des personnes âgées. Et quand je vois 6 mois après le bonheur qu'ils ont, la qualification qu'ils acquièrent, les perspectives que ça offre, je me dis qu'on a tort de s'en moquer. Donc oui, l'inversion de la courbe de chômage, c'est un objectif que nous maintenons. Nous allons venir plus longuement après le flash d'information sur cette situation sociale et économique de la France. Est-ce que vous n'apparaissez pas aujourd'hui, est-ce que le ministre de l'économie, c'est pas au fond le ministre des impôts, ce qui gommerait tout le reste de votre activité sur le terrain? On ne pense plus, on ne vous parle plus que de ça. Chaque fois qu'on vous rencontre, j'imagine, on vous pose la question. C'est bien autre chose, le ministre de l'économie. C'est le ministre du financement de l'économie. Je rappelais que sous ma houlette a été réformé le système bancaire. Ouais. Je rappelais qu'on a aussi fait en sorte que les collectivités locales, que les entreprises aient un meilleur accès au financement. C'est un ministre européen. Et permettez-moi d'en dire un mot, puisque je suis sur l'international. Pour moi, c'est très important. De temps en temps, des gens disent « Ah, mais il n'est pas là. Il n'est pas là dans tel débat budgétaire. Ouais. » Bon. Ouais. Mais il est ailleurs. Et il est dans un autre débat budgétaire. Le nombre de jours et de nuits que j'ai passé à l'Eurogroupe ou à l'Ecofin, à me battre pour que le budget de la France soit validé, ou pour que la zone euro s'en sorte. Et vous savez, quand on fait ça, on s'occupe de la France. Quand, vendredi, c'était il y a 2 jours, l'Eurogroupe a validé l'avis de la Commission sur la France, qui est un bon avis, qui dit que nous avons, totalement rempli nos recommandations. Ça n'a pas donné lieu à une ligne dans les médias, et pourtant c'est fondamental. Imaginez le contraire. Et donc, moi, je me bats aussi pour la France en Europe, et quand j'agis en Europe, je me bats pour la France. Pierre Moscovici, on va reparler de tout cela, beaucoup d'axes et de pistes de questions. Tout d'abord, le point d'actualité.
Retour sur le plateau d'International. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, de Radio France Internationale, en liaison avec le journal Le Monde. Et Pierre Moscovici, ministre français de l'économie et des finances, est notre invité aujourd'hui. Nous allons commenter cette actualité à l'instant évoquée dans le Flash. Vous vouliez encore, Patrick Roger, revenir sur deux aspects de cette réforme fiscale, peut-être pour des éclaircissements. Deux entre autres, mais sur ces deux précis, puisqu'ils ont été mis au débat fiscal. La fusion éventuelle de la CSG, la contribution sociale généralisée, et de l'impôt sur le revenu, et l'autre aspect, le prélèvement à la source. Est-ce que ces deux pistes ont C'est-à-dire que vos comme faveurs? dans certains pays, comme en Belgique par exemple, les impôts seraient prélevés sur les salaires dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de tous les pays de l'OCDE. Je pense qu'il n'est pas de bonne méthode, quand on commence une concertation, de la finaliser avant, mais de dire voilà ce qu'on les conclusions votre idée nous intéresse. Mais je les garderai toujours avec la même méthode pour les bons endroits et les bons moments. D'abord, demain, le Premier ministre, entouré de plusieurs ministres, encore une fois, j'aurais vraiment aimé en être, et je serai pour les prochaines fois, eh bien, le Premier ministre va écouter ce qu'on lui demande. Et s'agissant de ces deux sujets, ce ne sont pas des sujets récents, et ce ne sont pas des idées qui nous sont antipathiques. Je suis un membre du Parti Socialiste, j'ai été le directeur de la campagne présidentielle, je connais bien tout ça, et je suis aujourd'hui le ministre de l'économie et des finances. Ce sont deux sujets compliqués, dont il faut qu'on mesure toutes les implications, ce que ça signifie en termes de rentrée fiscale, ce que ça signifie sur le financement de la protection sociale. Et le Premier ministre nous a demandé de faire en sorte d'expertiser les choses pour que la mise à plat permette de savoir très exactement ce que ça représente pour tel ou tel contribuable, parce qu'il y a des effets de transfert, ce que ça représente techniquement, et donc c'est un sujet qui sera dans la discussion. Il y a des inquiétudes sur la progressivité de l'impôt et le fait de l'impact que ça pourrait avoir sur les classes moyennes, par exemple. C'est vrai, ça fait partie des sujets qu'il faut élaborer, parce que nous, par définition, je dirais, la gauche réformiste, nous sommes favorables à la progressivité de l'impôt. Nous avons renforcé la progressivité de l'impôt. La droite dit que ce sont les classes moyennes et les classes supérieures qui vont payer. Quand nous avons créé une tranche supplémentaire à 45%, c'est bien un renforcement de la progressivité. 75%, c'est autre chose, parce que c'est une taxe à part, mais c'est aussi le fait de marquer cette même volonté progressiste, c'est-à-dire que ceux qui ont le plus contribuent davantage. Mais il faut bien mesurer tout ça. Voilà la raison pour laquelle je me garde à l'entrée de cette concertation des slogans, mais je dis nous sommes disponibles et ouverts. Et s'agissant de ces deux sujets-là, à l'évidence, c'est des sujets qui devront être expertisés et discutés. Et le Premier ministre nous a demandé, à Bernard Cazeneuve et moi, de les expertiser. Alors, Patrick Roger, vous attendrez encore quelques jours, effectivement, les suites de cette rencontre. Le monde est toujours trop pressé. Mais c'est le problème, c'est normal, c'est la quotidienneté. Mais je suis là pour le temps long. Voilà. Vous le lui direz. Nous allons parler de la situation en France, la situation internationale, la situation de l'emploi. Au moment où nous parlons, il y a encore des manifestations. Alors, vous passez pour le ministre optimiste. Vous y croyez. Nous allons voir si, après ce petit rappel, en images et en commentaires, eh bien, vous maintenez cet optimisme. C'est l'engagement, la promesse phare du chef de l'État et de son gouvernement. Voilà pourquoi je réédite ici, devant vous, en prenant mes risques, mais aussi mes responsabilités, que la courbe du chômage peut s'inverser d'ici la fin de l'année. C'était en mai dernier. Le discours n'a pas changé, mais il reste moins de 40 jours pour inverser la tendance après 29 mois de hausse ininterrompue. Toujours plus de 10% de la population active au chômage. Ces derniers jours, les nuages ont eu tendance à s'accumuler sur l'économie française. Sur le front de l'emploi, l'OCDE ne prévoit pas d'amélioration avant 2015. Standard & Poor's vient d'abaisser la note de la France à A pour la deuxième fois en 2 ans. Justement en raison de ce chômage endémique et de l'incapacité du pays à se réformer. Même constat à Bruxelles, où les commissaires européens venaient de valider le budget 2014. La mise en garde est sans appel. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre possible en cas de dérapage. Ce qui veut dire que des efforts substantiels sont encore nécessaires dans les années à venir. L'établissement d'assurance crédit Coface vient noircir un peu plus le tableau. Jamais le pays n'a connu autant de faillites d'entreprises. Le secteur de la construction touché de plein fouet. Les PME, premier employeur du pays, sont en première ligne. Plus de 62 500 sociétés ont mis la clé sous la porte en 2013. Un triste record.
La société française est face à une crise qui n'en finit plus. Ce constat est dressé par le très officiel Institut national de la statistique et des études économiques. Le pouvoir d'achat est en baisse, ce qui n'est pas sans conséquence sur la consommation. L'automobile en est la principale victime. Plus de 14% des Français vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors comment garder le moral? Si les enquêtes d'opinion nous disent que ça va un petit peu mieux, plus de 2 Français sur 3 restent pessimistes face à l'avenir. Pierre Moscovici, je voyais regarder ce rappel. La question vous était posée il y a un instant par Sophie Malibaud. Est-ce que dans 40 jours, vous aurez le même optimisme où vous expliquerez pourquoi le pari du président de la République, l'engagement du président de la République n'a pas pu être tenu? Non, encore une fois, c'est une conviction, nous le ferons. Mais je veux revenir plus largement sur ce reportage. Je vous disais, je suis ministre optimiste. Je suis un ministre lucide. Si à ma place... C'est pas une faute d'être optimiste. Non, mais c'est pas une faute, mais je vais expliquer ça. Si à ma place, je ne voyais pas les difficultés de la société française, si je ne connaissais pas l'impact de ces 5 années de crise, si je ne voyais pas, et nous les traitons avec notamment Arnaud Montebourg, les difficultés de nombreuses entreprises. Je rappelle par exemple que nous avons réalimenté un compte qu'on appelle le Fonds de développement économique et social, qui est là pour nous aider à faciliter la reprise d'entreprises viables. Et si je ne connaissais pas tout ça, je serais un docteur tant mieux ou un monsieur méthode Coué. Mais en même temps, je suis combatif et volontaire. C'est comme ça que je me définis. Et surtout, j'ai confiance dans l'économie française. Et c'est vrai que quand je vois ces reportages, d'un certain point de vue, pardonnez-moi, je les trouve un peu faciles, parce qu'on met bout à bout tout ce qui ne va pas, et on ne raconte jamais une success story. La France, c'est vrai qu'elle a ses difficultés. Et je ne les nie pas, et il faut les affronter. Mais c'est aussi la 5e économie du monde. C'est une économie dans laquelle il y a des boîtes magnifiques. L'économie du monde, ça dépend comment on fait les comptes. Non. A priori... vous voyez, c'est toujours comme ça. On va se dire, en France... Non, il y a des analystes qui montrent qu'on est plutôt au 9e rang. Si on prend à parité de pouvoir d'achat, on est plutôt statistiquement au 9e rang. Prenons quelque chose de simple, c'est-à-dire le PIB, nous sommes la 5e économie du monde. Et donc, si vous voulez, moi, je voudrais que de temps en temps, tout le monde, les politiques, les entrepreneurs, les journalistes, on regarde la France avec un regard un peu plus confiant et admiratif. C'est comme ça qu'on la voit à l'étranger. Or, si nous sommes sans arrêt en train nous-mêmes de nous autoflageller, vous voyez, votre réflexion est assez symptomatique. Je dis c'est la 5e économie, ça dépend comment. On voit Olli Rehn, il dit la France, son budget validé. Oui, mais enfin, évidemment, il y a des choses à poursuivre. Et donc, je ne veux pas être monsieur tant mieux ou monsieur méthode Coué, mais je dis, ayons confiance dans ce pays. Il a des ressources formidables. Il a sa main-d'œuvre, il a ses infrastructures, il a ses services publics, il a ses hommes et ses femmes, il a sa capacité d'innovation. Et imaginez-vous, prenez par exemple Standard & Poor's, nous dégrade, à mon avis, de façon exagérée. Ils auraient pu faire exactement l'inverse. Que se passe-t-il? Nos taux d'intérêt restent exactement les mêmes. Pourquoi? Parce que les investisseurs savent que c'est un pays dans lequel on fait confiance. Et donc, j'ai envie de dire, retroussons-nous les manches, allons de l'avant, ne soyons pas toujours dans la lamentation. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, monsieur le ministre... Et je voulais quand même dire une chose, parce que c'est très important, vous me dites optimiste, la reprise est en train d'arriver. Elle est là. Nous sommes sortis de la récession. Nous n'avons plus ces taux de croissance négatifs. Nous sommes sur un rythme déjà de 1% de croissance par an. Ce n'est pas assez. Et on le verra quand au niveau du chômage, monsieur le ministre? On le verra quand au niveau du chômage? De cette phrase-là sur la 5e économie du monde, tout en oubliant qu'au niveau de la compétitivité, nous sommes loin derrière un certain nombre de partenaires européens et d'autres grands acteurs économiques du monde. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à 3 choix. Au fond, en matière de stratégie économique. Nous pouvons faire le choix anti-économique, c'est-à-dire dire, voilà, on abandonne les mesures de compétitivité, le CICE, etc. Là, je vous le prédis, on est à plat. On peut faire le choix dit AB économique, c'est-à-dire, on dit, on oublie les disciplines, on fait comme le Japon. Là, on a un conflit majeur avec l'Allemagne, on sort des clous. Et donc, il y a une voie qui est la voie réformiste, qui est compétitivité, Europe de la croissance, qui est aussi remise à plat de la fiscalité, justice. Et c'est cette voie-là qui est la voie choisie par le président de la République, François Hollande, et par le gouvernement. C'est cette voie-là que je veux poursuivre. Et donc, s'agissant de compétitivité, vous avez raison. Nous avons reculé fortement depuis 10 ans. Et ce que fait ce gouvernement, c'est de faire en sorte, et c'est déjà arrivé d'ailleurs, que nos parts de marché cessent de reculer à l'exportation, que nos entreprises soient plus compétitives, notamment dans l'industrie, qu'on soit capable aussi d'agir sur le coût du travail. C'est le sens du
CICE, qu'on muscle notre innovation. C'est le sens du crédit impôt recherche. Il y a une stratégie, il y a un cap. Et ce cap, en effet, c'est le cap d'un gouvernement qui veut sortir une France qui souffre encore de la crise, de celle-ci, de cette ornière, et qui veut la remettre sur la marche en avant. Du chômage, Monsieur le Ministre, quand voit-on sur les chiffres du chômage cette embellie que vous voyez, vous, dans l'économie? Nous la voyons. La complexité de l'affaire, c'est qu'en réalité, on la voit déjà. Au sens où les chiffres du chômage, et je sais que c'est vraiment, sont moins mauvais. Le rythme de progression du chômage a été divisé par 3. Ça dégrade encore, mais moins vite, beaucoup moins vite. Et donc l'inversion, c'est le moment où, logiquement, cette courbe qui se prolonge, c'est-à-dire ça diminue, se renverse. C'est pour, j'espère, maintenant. Juste un point, vous évoquiez là un instant parmi les richesses de 1% de croissance, ce sera des emplois en plus. Peut-être pas assez pour inverser à soi seul la courbe du chômage. 1,7% en 2015. Là, nous entrons dans des taux qui sont des taux sérieux. La reprise, elle est en train de se dessiner. Nous savons aussi qu'il y a des efforts à faire. Et encore une fois, nous sommes sur cette pente. Donc l'inversion, elle risque de se produire plutôt en 2014 qu'en 2013. L'inversion de la courbe du chômage. Pas du tout. L'inversion de la courbe du chômage, je le crois, je l'espère, je le pense, se produira d'ici à la fin de cette année. Ce que je dis autre chose, c'est la reprise des emplois marchands à un niveau suffisant pour à soi seul inverser la courbe du chômage, c'est pour un peu plus tard. C'est autre chose. Et vous évoquez... Parce que dans la courbe du chômage, il faut que vous preniez aussi ces politiques publiques audacieuses que nous menons. Et vous évoquiez donc à l'instant, parmi les richesses de la France, sa main-d'œuvre. Est-ce que la question des juste un point, la question des travailleurs détachés, est-ce que ce n'est pas en train de devenir un vrai problème pour la France? Est-ce que ça ne nécessite pas d'être reposé au niveau européen, justement? C'est ce que le président de la République a entrepris. Il en a parlé avec son homologue italien lors du sommet franco-italien il y a 3 jours. Il en a parlé avec la chancelière Merkel, il en a parlé avec la Commission. Il a dit que sur ce sujet-là, il fallait une position très forte, très ferme. Et il a raison. Vous avez parlé de l'Allemagne, elle est parfois montrée du doigt avec une forme d'égoïsme. Elle exporte beaucoup, elle consomme peu. Est-ce qu'il y a une tension ou une divergence qui vous préoccupe, vous, par rapport à l'Allemagne, qui est pour vous un partenaire historique important ? Disons que, vous savez, j'étais à l'Eurogroupe, alors on a parlé de la France. Pas de marge de manœuvre, elle a choisi de ne pas en prendre parce qu'elle veut justement consacrer tout à la croissance. Donc nous sommes sur le fil, mais nous sommes vraiment bien. Et s'il faut prendre des mesures supplémentaires, nous les prendrons. Ça, avec Bernard Cazeneuve, nous l'avons dit. Et s'agissant de l'Allemagne, parce qu'on a aussi parlé de l'Allemagne, on a dit que quand un pays, au fond, comme nous, a des déficits budgétaires et déficits courants, il doit faire des réformes. Ouais. Nous le faisons. Quand un pays, comme l'Allemagne, a des excédents, et notamment des excédents courants importants, il est important qu'il contribue aussi à la demande de la zone euro en général. Et la chancelière le fait suffisamment ? Et ça, si vous voulez, c'est une approche coopérative qu'il faut construire. Non, à ce stade, il est important que là-dessus aussi, il y ait un effort. Et donc, quand je parle d'Europe de la croissance, ça veut dire aussi que la coopération entre les États européens doit être plus forte et que cet équilibre entre ceux qui font des réformes pour combler leurs déficits ou parce qu'ils ont des déficits et ceux qui doivent appuyer aussi sur l'accélérateur de la demande parce qu'ils ont des excédents, il faut accentuer ça sans aucun doute. Comme on dit au football. Et quand l'Allemagne, quand la chancelière annonce, elle dit que c'est malgré elle, c'est vrai que c'est le SPD qui l'a voulu. Le salaire minimum, c'est un pas dans cette direction. Et je souhaite, moi... Un petit pas, 8,50 €, c'est pas... oui, mais ça a un impact symbolique aussi sur les comportements salariaux. On peut le penser. Ouais. Encore une fois, je ne veux pas, moi, m'ingérer dans... Mais il n'y a pas de brouille avec l'Allemagne pour vous, tout va bien. Mais c'est hors de question, ça ne peut pas exister. L'Europe, elle est faite autour du couple franco-allemand. Et moi, chaque fois que je vais dans une manifestation européenne, la première personne à qui je parle, on n'est pas toujours d'accord, on est même en général pas d'accord au départ. Et à l'arrivée, on est obligatoirement d'accord. C'est mon homologue, Wolfgang Schäuble. Mais est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce que la BCE pourrait faire? Apparemment non, Angela Merkel est extrêmement... en retrait sur ce dossier par rapport à ce que les Français... Je ne veux pas, moi, intervenir encore une fois sur ce que pense l'Allemagne. Je vais dire ce que je pense, moi. Oui, je pense que la Banque Centrale Européenne agit sous la houlette de M. Draghi de manière intelligente. C'est-à-dire qu'elle prend en compte les risques de déflation dans la zone européenne, qu'elle prend en compte le besoin de reprise, et qu'elle agit, et ça c'est important, non pas pour un pays, fût-il l'Allemagne, mais pour l'ensemble de la zone. Et donc, je ne commente pas ces décisions, je ne le pousse pas à faire ceci ou cela, mais quand des choses sont bien faites, je le dis. Et elles ont été bien faites. Et depuis 1 an et demi, je parlais de sauvetage de la zone euro, la France y a contribué par ses propositions. Nous nous sommes impliqués dans tout ça, fortement, et je l'ai fait personnellement beaucoup.
Mais M. Draghi a joué un rôle important. La Banque Centrale Européenne est encore loin de faire ce que fait la Réserve fédérale pour l'économie américaine. Encore une fois, je pense qu'elle estime, elle fait ce qu'elle a à faire pour l'économie européenne. Alors après, il y a d'autres sujets, la valeur de l'euro, sur laquelle il faut... Croyez-vous vraiment que la zone euro soit sauvée? Justement, est-ce que faut-il un patron en plein temps pour la zone euro? Et est-ce que vous ne seriez pas le portrait robot de ce patron-là? Ensuite, est-ce que le taux élevé de l'euro n'est pas non plus un boulet pour l'euro, pour la zone euro? Je pense qu'un taux de change doit toujours refléter la réalité des économies, qu'il faut examiner à un moment donné si nous y sommes. Je parle en termes diplomatiques, parce qu'on doit toujours faire un mise et finance sur ce sujet-là. Bon, pour le reste, oui, il faut un président à plein temps de la zone euro, c'est-à-dire de l'Eurogroupe. J'ai vu que l'actuel président, M. Dijsselbloem, était contre. Et ben moi, je suis contre ce qu'il dit. Voilà. Donc vous êtes pour. Je suis tout à fait pour, comme l'est le président de la République française, comme l'est le président du Conseil italien, comme l'est la chancelière Merkel. Pourquoi? C'est du bon sens. On a besoin d'hommes ou de femmes qui donnent toute leur force à cela. Alors quant au portrait robot, moi j'espère avoir le portrait robot du bon ministre de l'économie et des finances français. Sans doute, mais est-ce qu'à terme, c'est un boulot qui vous intéresserait? Je suis très bien là où je suis. Parfait. Et tant qu'on me fera confiance, j'y serai là. Et par ailleurs, j'ai, c'est vrai, cette fibre européenne. Et contrairement vous avez été ministre des Affaires européennes. Oui, j'ai été vice-président du Parlement européen. Ça fait 20 ans que je consacre ma vie à ça. Et je voudrais qu'on arrête aussi de taper sur les institutions européennes. Être commissaire européen, c'est pas un travail dégradant. Être président de l'Eurogroupe, c'est pas un travail dégradant. Et ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos partenaires. Mais pour ce qui me concerne, voilà, je suis là où je suis et je suis totalement impliqué. Vous êtes dans une position difficile quand François Hollande fait remarquer que Bruxelles n'a pas à mettre son nez dans la réforme des retraites françaises. Comment est-ce que vous pouvez gérer? Voilà. J'ai géré. Et quand on arrive au final à ce que le budget français soit approuvé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dit à Olli Rehn, on l'a vu tout à l'heure, tu sais, c'est normal que vous souhaitiez qu'il y ait une réforme des retraites, mais c'est normal que nous la fassions avec notre propre structure nationale et notre propre modèle social. Et il l'a admis. Il faut parler. On redoute pour les prochaines élections européennes une sorte de vote sanction, d'ailleurs, pour les partis de gouvernement. Pourquoi est-ce que l'Europe, qui est au cœur de votre logiciel, en quelque sorte, a-t-elle si mauvaise presse actuellement, en France notamment? On manifeste contre l'Europe, les agriculteurs manifestent contre l'Europe. Pourquoi est-ce qu'elle s'éloigne, cette Europe? Parce qu'on n'est pas su la faire aimer. Mais c'est aussi et tout simplement parce que depuis 5 ans, la zone euro est en crise. Parce que c'est vrai, on est en train de sortir de la récession. On est en train de sortir de cette crise. La reprise, elle s'amorce. Ouais. Mais il y a aussi les dégâts psychologiques, politiques que ça a causé. Et au fond... Pourquoi on les attribue à Bruxelles? Il y a une attente. Parce que c'est aussi cet ensemble commun dans lequel nous sommes. Il y a une telle interdépendance entre nos économies. 70% de nos échanges se font avec des pays qui sont des pays européens. Et donc, si vous voulez, il y a cette attente de résultats. Et l'autre jour, le président du Conseil italien disait 2 slogans que je partage pour les élections européennes. Le premier, il faut que la prochaine mandature du Parlement européen soit la mandature de la croissance et pas celle de l'austérité. Ça, c'est très important. Donc nous devons tout faire pour accentuer, pour accélérer cette dimension Europe de la croissance. Et deuxièmement, il faut faire l'Europe des peuples et pas l'Europe des populistes. Donc il faut être plus pédagogue, mais il faut aussi montrer aux hommes et aux femmes par quels canaux l'Europe les concerne. Quand vous parliez de la directive travailleurs détachés, ça, c'est le type de combat qu'il faut mener. Et le président de la République y est tout à fait impliqué. Est-ce que le taux élevé de l'euro ne brise pas dans l'œuf toute velléité de croissance? Vous avez répondu autant que je pouvais le faire. Vous y répondez très diplomatiquement, mais il y a des partis qui ne s'embarrassent pas du tout de cette diplomatie et qui prônent tout simplement la sortie de l'euro. Comment est-ce que vous allez pouvoir... Je n'y réponds pas diplomatiquement, j'y réponds fonctionnellement, comme un ministre de l'économie et des finances qui travaille sur le sujet. D'autres parlent, moi je travaille sur le sujet. Oui, mais vous allez devoir justement faire compétition avec des partis. Enfin, écoutez, Monsieur Roger, je vous répète... Mais arrêtez. Tout ne se fait pas dans l'immédiateté et tout ne se fait pas non plus dans les médias. Quand des choses se font dans l'immédiateté et dans les médias, souvent elles ne marchent pas. Bon, alors, je ne vise rien et personne. On va voir quelqu'un et tout le monde. On va voir peut-être plus loin. On va parler de la Chine. Vous partez dans quelques heures en Chine, un voyage important, un voyage relativement court. Lorsque l'on dit qu'au fond, la Chine n'est pas loyale dans ses échanges commerciaux, qu'elle se protège et qu'on est un peu naïf. Vous allez leur dire ça à vos partenaires chinois? Je pense que si je leur dis des choses comme ça ne vaudra rien et ça ne passera pas païen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, qu'est-ce que je vais faire en Chine? Voilà. Le président de la République a fait une visite d'État en Chine il y a quelques mois, au cours de laquelle une des décisions importantes a été l'annonce d'un dialogue stratégique franco-chinois, comme il en existe un entre la France et l'Allemagne. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Et tout sera sur la table. Je vais passer
plus de 24 heures avec mon homologue, c'est le vice-premier ministre Mackay, qui est un des membres du Politburo, donc un des 9 seigneurs, enfin on les appelle comme ça, enfin des principaux responsables de la Chine. On va parler de tout. On va parler de nos relations financières. Je pense par exemple au rôle que peut jouer la France dans l'internationalisation du yuan ou du renminbi, c'est tout à fait fondamental, et nous sommes leaders en Europe sur ce sujet-là. On va parler de nos relations industrielles, et nous avons des partenariats industriels à nouer. On va parler de nos relations commerciales, parce que l'objectif final, c'est quand même de faire en sorte que notre déficit abyssal de 27 milliards d'euros avec la Chine se renverse. Et d'ailleurs, si on ne comptait pas Hong Kong, ce serait 32 milliards d'euros avec la Chine. Bon. Donc, si vous voulez, c'est très important qu'on parle de tout ça, et on va tout mettre à plat. Et on va parler de manière franche, mais aussi de manière amicale, parce que l'idée est bien de renforcer les relations économiques franco-chinoises. C'est un voyage auquel je tiens fondamentalement, auquel les Chinois tiennent fondamentalement. C'est une première, et il est très important qu'en sortent des résultats de long terme. Il faut aussi respecter ses partenaires pour ce qu'ils sont. Et vous savez, parler... comme on parle parfois, c'est pas du comptoir du commerce quand on parle avec des Chinois. Il faut être extrêmement prudent, il faut en même temps être très franc. C'est ce que je serais. Ils investissent très peu chez nous. Je crois qu'ils investissent à peu près 3 milliards, alors que nous, c'est plutôt 13 milliards. Donc, est-ce que vous les invitez à venir créer des emplois en France, et de quelle façon? Le message que le président de la République a passé quand il était à Pékin, et celui que je vais répéter, c'est que les investissements chinois en France sont bienvenue. Évidemment, ça veut dire aussi que nous devons, nous, veiller à nos problèmes de souveraineté, aux nos intérêts stratégiques. Il ne faut pas être naïf, mais ils sont bien. Ça peut arriver, mais encore une fois, je ne les dirai pas ici. Et donc, je pense que les flux d'investissement chinois en France vont beaucoup augmenter. Si on parle de la Chine... Et donc, nous incitons les entreprises françaises à aller en Chine, à investir directement. Nous invitons aussi les entreprises chinoises à venir en France. C'est le message que je porterai après le président de la République. Si on parle de la Chine est très présente en matière d'investissement en Afrique. Il y a dans 15 jours le sommet France-Afrique. Économiquement, que peut faire la France pour rester présente, pas seulement économiquement, mais j'allais dire aussi diplomatiquement, politiquement, culturellement? Bercy va être à la manœuvre pendant ce sommet. C'est les chefs d'État qui vont être par définition à la manœuvre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux différences avec les sommets franco-africains traditionnels. C'est pas l'Afrique francophone, c'est beaucoup plus large. Et il y aura énormément d'institutions internationales, les chefs d'État présents à Paris. 2, l'agenda est sécuritaire, par exemple après le Mali, mais il est aussi climatique et économique. Et dans ce contexte-là, moi j'ai demandé à un groupe, présidé par Hubert Védrine, avec plusieurs personnalités qui connaissent très bien l'Afrique, de faire un rapport sur la refondation de la relation France-Afrique. Et nous devons considérer que la France a toujours une place forte en Afrique. Nous devons considérer que nous avons toujours une aide au développement à maintenir. Mais nous ne sommes pas qu'un pays qui aide au développement, et nous ne sommes pas un pays qui a des situations acquises. On doit passer à une logique de flux. On doit être dans l'agenda des Africains eux-mêmes. L'Afrique, pour moi, c'est un continent qui est plein d'avenir, qui est en plein essor, et on doit être avec eux dans une relation de partenariat équilibré. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'ONU, qu'à l'horizon 2015, pour que l'Afrique sorte de la pauvreté, il fallait que l'aide publique soit à 0,7%. On en est encore très loin. Est-ce qu'on va progresser d'ici 2015? Est-ce que l'aide publique au développement va augmenter? Nous faisons en sorte de maintenir notre aide publique au développement et pas de l'augmenter. Et nous sommes en train d'examiner les moyens de recapitaliser, de capitaliser davantage l'Agence française de développement, qui est notre porte-avions en la matière. Mais je termine ce que je voulais dire. Il y aura à Bercy, en cette mesure-là, nous sommes à la manœuvre, un side event, un grand forum, où il y aura 500 entrepreneurs, français et africains, plusieurs chefs d'État, pour marquer justement la volonté de cette relation plus forte et plus équilibrée, plus respectueuse avec l'Afrique. Considérons l'Afrique comme le continent de la croissance de demain. Et pour nos entreprises, aussi une opportunité formidable. Pierre Moscovici, nous arrivons au terme de cette émission. Encore beaucoup de questions sans doute à vous poser. Peut-être, tiens, tout simplement, on est dimanche, on est en France. Est-ce qu'on travaille normalement? Il y a des journalistes qui travaillent, il y a des politiques. Dans quelques jours, il y a le rapport Bailly qui va s'exprimer là-dessus. Vous en pensez quoi en 30 secondes de ce sujet? Il n'est pas tabou, il est ouvert. J'ai rencontré Jean-Paul Bailly, il a fait un travail formidable. Je pense qu'il proposera des pistes audacieuses. Oui, attendez, et je pense que ces pistes sont bienvenues. Parce qu'il y a une attente, à la fois de la part des producteurs et des consommateurs. Attendez un peu. Mais je pense que là-dessus, il faut avancer. Voilà. Bon, il faut avancer. Il faut avancer. Et Jean-Paul Bailly, je crois, le proposera. Et il proposera avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Formidable. Nous savons donc que ça peut bouger de ce côté-là. Merci, bon voyage en Chine. Merci. Et la morale de cette émission, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé.
Ah oui, il suffira qu'on vous lise et on vous... Il faut du long terme. Moi, je suis le ministre du long terme. Très bien. Voilà. Merci. C'est comme ça qu'il faut être, je crois. Nous rendons l'antenne, nous sommes les les journalistes de l'heure exacte. Nous rendons l'antenne sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Excellente suite de programme. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité d'International aujourd'hui.